Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 8. On s'intéresse toujours à la notion de quantification du logiciel. On a vu dans les deux vidéos précédentes comment fabriquer des métriques et puis comment on pouvait les composer avec des règles d'affaires pour identifier des défauts. Et là, on va s'intéresser à les composer non pas pour vérifier des règles d'affaires, mais pour permettre aux développeurs de comprendre le logiciel sur lequel ils sont en train de travailler. Le contenu de cette vidéo est toujours basé sur cet excellent tutoriel. Je vous encourage vraiment à aller suivre le lien qui est sur la page web du cours pour pouvoir voir plus dans le détail tout ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo. L'intuition de la démarche de visualisation va vraiment reposer sur le fait que les métriques c'est bien gentil, mais ça fait que compter des choses et c'est très difficile pour un humain d'appréhender les choses sur uniquement un ensemble de chiffres. Si on vous donne une œuvre d'art et qu'on vous dit elle est composée de 1027 couleurs, qu'est-ce que ça vous dit sur la beauté intrinsèque de l'œuvre, qui d'ailleurs est subjective, hein, c'est un truc que vous allez appréhender vous en tant que personne, mais c'est complètement subjectif dans votre jugement. Eh bien, ça va pas vraiment vous aider à caractériser si une œuvre est belle ou pas belle pour vous. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'était l'utilité des métriques, mais que c'est une utilité limitée, dans le sens où je peux les composer, je peux définir des règles d'affaires qui vont valider des choses en fonction de seuils. On a vu que définir les seuils, c'était compliqué, mais mon résultat reste binaire. Au mieux, j'ai un petit peu de logique floue, mais j'ai pas quelque chose qui va vraiment m'aider, moi, en tant que développeur, à apprécier l'architecture ou la conception, bonne ou mauvaise, que j'ai à l'intérieur de mon logiciel. Donc, ce qu'on va se poser comme question à ce moment-là, c'est dire très bien, ben, mes métriques, là, tous ces chiffres, comment je pourrais vraiment les exploiter pour m'aider à comprendre? Et en les composant juste avec des règles logiques, on se rend compte que ça m'aide pas vraiment à comprendre le logiciel. On va prendre un exemple pour bien visualiser les choses. On va s'intéresser à l'épidémie de choléra qui a eu lieu à Londres en 1854. Et on a un ensemble de quartiers de Londres, et puis dans les quartiers il y a des puits, donc on peut compter les quartiers, on peut compter les puits, et puis comme c'est une maladie, on peut aussi compter le nombre de malades. Donc on a à disposition un ensemble de quartiers mappés sur des puits, mappés sur des malades. Bon, ces métriques prises en tant que telles, elles nous disent pas grand-chose parce qu'il y a des quartiers où il n'y a pas de puits et où il y a eu beaucoup de cas, il y a des quartiers où il y a des puits et il y a eu beaucoup de cas. Donc trouver une corrélation comme ça, juste sur la base de ces chiffres, c'est compliqué. Ce qu'on va représenter comme visualisation, c'est bien tout simplement les quartiers avec la localisation des puits. Donc là, dans cette carte, chacun des points que vous voyez là représente une maison où a été identifié un cas malade, et puis on a représenté pour chacun des quartiers le puits et le quartier qui est autour du puits. Ce qu'on voit là, c'est nos métriques, qui avant étaient juste un tableau plein de chiffres, on peut déjà essayer de les mapper sur quelque chose auquel on est plus habitué. Donc dans ce cadre-là, une représentation spatiale en deux dimensions de la ville. Mais est-ce que cette visualisation-là nous aide vraiment à comprendre l'épidémie? Eh bien, pas vraiment. Parce que certes, on peut prendre des métriques et puis les transformer en affichage, donc utiliser n'importe quelle métaphore visuelle ou n'importe quel type de représentation de données disponible, mais là, ça m'en dit pas beaucoup plus que ce que j'ai sur le tableau. Par contre, si maintenant je m'intéresse non pas aux puits par quartier, mais aux endroits où les gens sont allés prendre de l'eau, eh bien on se rend compte qu'en fait, là, tous les puits étaient privés sauf le puits du milieu, et il s'avère que on a quand même une grosse concentration de malades dans la zone qui va puiser de l'eau sur ce puits-là. Donc, je peux utiliser ma visualisation de droite pour récupérer énormément d'informations, la métrique étant à quel puits vont les habitants, enfin la distance au puits des habitants, et donc ça me donne cette zone rouge que je peux très facilement voir comme étant potentiellement un foyer de l'épidémie. Alors en termes de visualisation, de représentation graphique du code, nous on a principalement travaillé dans le cours avec UML. UML, ça nous donne une manière de représenter les classes, les objets, comment ils s'envoient des messages, quelle est leur structure, avec toutes les différentes relations qu'on a vues. Mais il faut bien garder en tête que UML n'a pas une vocation à être de la visualisation logicielle. UML, c'est un langage graphique qui nous permet de représenter des modèles de conception à différents niveaux de granularité, mais c'était pas vraiment dans une optique de visualisation du logiciel pour le comprendre comme on est en train de parler dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme visualisation de logiciel? Eh bien, on en a déjà vu dans la vidéo précédente avec CodeCity par exemple. Là, c'est l'utilisation d'un diagramme à bulles à 4 dimensions assez classique. Donc là, j'ai
mappé sur l'axe des X la dette technique, mappé sur l'axe des Y la couverture de test en descendant, et puis on a mappé sur la couleur le seuil de qualité qui est qualifié par Sonar, par composition de métrique, et puis la taille de chacun des points, c'est le nombre de lignes de code de chacune des classes qui composent, dans ce cadre-là, je pense que c'est JUnit. Donc ça nous donne de l'information. Par exemple, on voit qu'il y a un cluster de classes qui est ici, il y a un cluster de classes qui est ici, il y a deux outsiders qui sont là, peut-être qu'il faudrait les regarder parce qu'elles sont très peu fiables et plutôt grosses et pas forcément bien testées. Et puis on a des choses qui sont là, qui sont moyennement testées mais avec beaucoup de dettes. Donc pareil, ça peut nous aider à investiguer. Et là, on voit très facilement, graphiquement, on identifie ces clusters en fait. On peut identifier ce paquet-là, on peut identifier ce paquet-là, et on peut identifier que lui il est tout seul, lui il est tout seul, et puis là il y a un truc bizarre aussi. Donc vous voyez, représenter ça de manière graphique, visuelle, va nous aider. Mais là, ce qu'on a, c'est simplement juste un bubble chart vraiment classique, et ça fait pas du tout levier sur le fait qu'on est en train de visualiser du logiciel et des classes. Okay, on a juste représenté des points avec des tailles et des couleurs. Donc il y a tout un ensemble de travaux dans le monde de la visualisation logicielle, qui est une branche à part entière du Genilog, qui va s'intéresser à vraiment comment faire pour visualiser, représenter graphiquement du logiciel. Une métaphore qui est très très utilisée, c'est la métaphore de la ville, donc qui est à gauche, et puis qu'on va voir dans toutes les vidéos suivantes. Mais vous voyez qu'on peut faire aussi, par exemple, là c'est des dépendances entre packages, donc on a les différents packages qui sont représentés, et puis on utilise ces diagrammes circulaires pour dire qu'il existe une dépendance entre ce package et ce package, par exemple, et ainsi de suite. On va zoomer sur la métaphore de la ville, et puis ça va me permettre d'introduire des travaux qui sont menés par Wari Sarawi. Wari est prof à l'Université de Montréal, donc de l'autre côté de la montagne, et il fait des trucs vraiment géniaux sur la visualisation de logiciels. Et typiquement, il développe depuis un paquet d'années un logiciel qui s'appelle Verso, qui permet de vraiment représenter notre logiciel en exploitant bien la métaphore de la ville. Alors ça peut permettre d'identifier potentiellement des points chauds, donc on peut regarder par exemple que parmi toutes ces classes, et bien là sur les classes en rouge il y a beaucoup d'activités, ça peut être une activité avec un nombre d'auteurs différents, ça peut être une activité avec beaucoup de commits par exemple sur ces classes-là, ça peut être mappé sur d'autres métriques, mais en tout cas ça nous permet d'identifier que toutes les classes ne sont pas égales entre elles et qu'elles souffrent potentiellement de points chauds dans le code. Et sur la métaphore de la ville, donc une métaphore assez classique, hein, où chaque classe est représentée sous la forme d'un immeuble, et puis les quartiers représentent les packages. Ce qui a pas mal été travaillé dans l'exemple que je suis en train de vous mettre là, que Wari m'a envoyé, c'est les relations qui existent, les flux de communication qui existent entre les différentes classes pour bien visualiser comment nos objets sont couplés en fait et comment nos objets vont communiquer entre eux en s'envoyant des messages à l'exécution. Donc Verso est vraiment très très cool là-dessus parce qu'il caractérise plein de vues différentes, il caractérise plein de choses qui sont des résultats de recherche vraiment super sympas pour caractériser donc notre logiciel sous la forme d'une ville et bien identifier les flux de communication, essayer de comprendre si je m'intéresse à cette classe en particulier, donc je peux aller cliquer sur cette classe et là ça va me donner toutes les autoroutes qui existent entre cette classe et puis toutes les autres classes, donc tous les autres objets avec qui il peut potentiellement, un objet instance de cette classe peut potentiellement parler. Donc ça me donne vraiment des informations sur comment, si je touche quelque chose à cet endroit-là, eh bien, quel impact ça va avoir sur la totalité de mon système. On peut aussi s'en servir pour faire des trucs plus classiques, comme l'identification d'un blob. Qu'est-ce qui caractérise ce que c'est qu'un blob? Eh bien, c'est donc, on l'a vu plusieurs fois, une classe qui centralise toute l'information et qui parle à plein de classes qui sont, elles, purement structurelles. Et par exemple, avec Verso, puis on va le voir dans la démonstration suivante en utilisant SonarCube, et pas Verso, mais ça revient au même, on a cette classe-là qui concentre énormément de traitements, parce qu'elle est noire, elle est même pas rouge, et elle est dans un package où il y a énormément de toutes petites classes structurelles qui ont l'air de pas faire grand-chose. Donc avoir au milieu d'un champ de toutes petites maisons résidentielles un gros immeuble, c'est une définition assez classique de ce que c'est qu'un blob. Et ce qu'on voit, c'est que ça, graphiquement, là, visuellement, je le vois immédiatement. Donc j'ai pas besoin d'utiliser des règles d'affaires, et puis peut-être que cette classe, elle passait pas le seuil de la règle d'affaires qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc elle n'aurait pas été identifiée comme un blob. Mais moi, en tant qu'humain, si je regarde cette visualisation graphique, cette scène 3D qui a été faite, je peux vraiment me rendre compte que là, il y a un truc qui va pas, parce que c'est pas du tout normal que ce truc-là ne ressemble pas à tous ses voisins. Je vais vous montrer une démonstration donc pas de Verso, mais on va utiliser SoftVis 3D qui est un plugin de SonarCube, parce que je vous ai montré SonarCube dans la vidéo précédente, donc l'idée c'était de garder la même stack technologique, mais il existe plein d'autres systèmes de visualisation. Alors on va basculer en mode démo,
Et dans cette démonstration, on va regarder, ben, dans SonarCube, en fait, Sonar fonctionne avec un système de plugins qu'on peut récupérer. Donc là, vous voyez, quand vous installez SonarCube, ça vient avec plein de plugins pour se brancher sur Git, se brancher sur C Sharp, se brancher sur Jacoco pour récupérer la couverture de test. Et dans l'interface d'administration, vous pouvez aussi aller installer ce plugin qui s'appelle SoftVis 3D, qui va nous permettre d'utiliser la métaphore de la ville sur notre logiciel. Et une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur nos projets. Et puis en retournant sur notre projet de JUnit par exemple, je peux aller maintenant dans le More, récupérer SoftVis 3D, qui me propose de représenter ça sous la forme d'une ville avec des rues pour les relations entre les packages. On va mapper les couleurs sur le nombre d'auteurs pour voir ce qu'il en est. Et puis on va pouvoir charger la scène 3D qui représente notre logiciel. Donc là, il est en train d'analyser le logiciel qu'on a commité. Et puis voilà donc une représentation graphique de JUnit en utilisant ce système. Donc on peut se balader dedans. Et première chose qu'on voit, c'est que là, il y a un truc très bizarre. Il y a cette espèce de gratte-ciel super fin, là, cette aiguille, alors que c'est pas du tout le cas pour les autres. Alors on peut se déplacer, et puis on peut aller voir, et puis en fait on va cliquer dessus, puis on va se rendre compte que, ah, bah, c'est le POM. Donc c'est le projet, c'est pas du code, c'est un projet de description, donc c'est normal que ça soit concentré à cet endroit-là. Et puis on va aussi pouvoir donc regarder la totalité de nos quartiers, et puis voir, voilà, on a des quartiers dans lesquels il y a des choses qui sont plutôt bien réparties, les immeubles s'échangent, enfin, sont plutôt de taille similaire, il y a des immeubles, donc des classes sur lesquelles beaucoup de personnes travaillent, et puis il y en a sur lesquelles moins de personnes travaillent. On voit des points chauds aussi dans le logiciel, hein. Si on dézoome et qu'on le regarde de vue d'en haut, on voit que ça c'est un point chaud parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces classes-là, alors qu'on a d'autres classes qui sont potentiellement très complexes. Là, on est potentiellement bien face à quelque chose qui ressemble à un blob, hein. On a plein de toutes petites classes et puis un gros machin. Alors on peut aller regarder ce que c'est, et sans surprise, bien, c'est la notion d'assertion. Et en Java, la classe sur JUnit, la classe assert, elle regroupe énormément d'intelligence parce que c'est le cœur de ce que c'est que JUnit, c'est la notion d'assertion. Donc c'est logique que ce truc-là soit plutôt compliqué. Et puis ce qu'on voit, c'est que tout autour, en fait, navigue bien, les toutes petites annotations sur lesquelles qu'on peut ajouter. Donc par exemple, ça c'est un ignore, par exemple, ça c'est un after. Donc en fait, cette organisation, ce défaut, il peut nous paraître bizarre au démarrage en disant, mais c'est bizarre, là on a un gros blob, mais en fait, intrinsèquement, on est rendu à une situation où c'est assez logique. Ça, représente une entité logique, donc la notion d'assertion, et ça, c'est toutes les petites annotations qui peuvent se rajouter sur la notion d'assertion. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu avec une règle d'affaires. Donc le plugin qu'on est en train d'utiliser, c'est celui-là, SoftVis 3D, qui est donc gratuit et disponible dans SonarCube. Il existe plusieurs visualisations, et ce qui est cool, c'est qu'il vient avec un ensemble de démos à disposition. Alors rien ne vous empêche de prendre n'importe quel logiciel open source et puis de le charger dans Sonar, et puis comme ça vous pouvez récupérer la visualisation. Mais là je vous ai préparé 3 visualisations déjà toutes prêtes de notre système. La première visualisation, c'est Angular. Alors Angular, c'est un framework JavaScript qui est très utilisé pour faire des applications web, même si maintenant il est un peu en perte de vitesse vis-à-vis de React. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très classique dans le monde du web. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans notre représentation d'Angular, eh bien, c'est assez étrange la manière dont c'est représenté de ce point de vue-là. On a cette espèce de gros champ de petits fichiers. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est? Parce que ça ressemble vraiment à rien du reste, donc je peux zoomer dedans. Et puis là, on peut aller voir qu'en fait, ce sont les locales, donc ce sont les localisations dans les différentes langues. Puis on peut voir que certaines langues sont plus actives et ont plus de contributeurs que d'autres qui, elles, sont beaucoup plus stables. Puis on peut voir par exemple qu'on a ce gros paquet là qui est extrêmement complexe parce que la base de l'immeuble s'est mappée sur la complexité. Et puis on peut se demander ce que c'est, et donc c'est le système UCD qui est dans Angular, pardon. On peut aller voir aussi ce qui est défini dans ces deux grosses tours là qui sont assez différentes de par exemple ce répertoire là qui contient des choses de manière plus distribuée, on va dire. Et puis on peut voir que c'est la partie compile.js et puis la partie parse.js, donc c'est deux choses qui, par construction, ont vocation à centraliser pas mal d'intelligence parce que c'est intrinsèque à la tâche que c'est en train de réaliser. Le deuxième logiciel que je vous propose de regarder, c'est Elasticsearch. Elasticsearch, c'est un système d'indexation et de recherche d'informations à grande échelle. Donc là, on voit déjà que la ville est beaucoup plus grande, donc la base de code est beaucoup plus grosse. On retrouve, comme classiquement dans les projets Java, je suis vraiment pas bon en 3D, hop. On a cette espèce d'aiguille là qui représente notre pomme, donc qui est la caractéristique, si j'arrive à cliquer dessus,
le descripteur du projet, et puis là on voit tous les différents packages qui le composent. Et puis donc on a notre logiciel qui est comme ça, où on voit qu'il existe des tout petits quartiers résidentiels. Donc ces petits quartiers représentent des trucs qui sont... c'est assez étrange comme représentation hein, d'avoir des packages dans lesquels il n'y a qu'une seule classe à chaque fois. Et puis on a des choses avec des responsabilités beaucoup plus étalées. Par exemple là on voit ce package qui est là, et dans lequel on a plein de classes à disposition, et on voit qu'elles sont toutes comparables d'un point de vue représentation. Donc les métriques qu'on a utilisées pour fabriquer la représentation permettent de voir qu'elles sont à peu près équivalentes d'un point de vue compréhension. Donc vous voyez, nos métriques et notre représentation graphique, je vais réinitialiser la caméra, nous permet d'identifier voilà, ces choses. Cette aiguille qui est là toute seule, qui est le pomme, des trucs où il y a des choses un petit peu plus grosses là, et puis ces quartiers où on a plein de classes qui sont assez équivalentes. Le dernier qu'on va regarder, c'est SonarCube en tant que tel. SonarCube, il est intéressant parce qu'il est justement très gros, plus gros qu'Elasticsearch. Il vient avec ces deux gros packages qui n'ont pas été analysés, donc on n'a pas d'informations là-dessus. Par contre, on peut aller regarder dans SonarCube justement, et puis on peut voir qu'on a des quartiers dans lesquels il y a, par exemple, des points chauds, où il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Donc ça, c'est pas à prendre. Ce package-là, par exemple, il est différent de celui-là, même si visuellement il se ressemble. Celui-là, il y a eu plus de contributeurs que dans celui-là, donc ça semble plus stable que ça. Et ça qui correspond à quelque chose où on a eu besoin de plus de personnes pour travailler dessus. On va avoir, par exemple, là on peut zoomer et puis on peut voir, c'est vraiment bizarre. Alors ça rame un peu quand on zoome parce qu'il y a OBS qui prend toutes les ressources et que une scène 3D dans un navigateur, c'est un peu long. Mais vous voyez, cette aiguille là, elle est vraiment bizarre par rapport aux autres classes du package. Donc on pourrait aller cliquer dessus pour regarder ce que c'est et puis voir que c'est Core Metrics. Donc on se rend compte que dans Sonar, eh bien, la notion de métrique est vraiment c'est normal que ça concentre énormément de choses, donc que sa taille soit très très grande, et qu'elle soit un peu différente de toutes les autres classes qui potentiellement vont travailler avec le système. Cette démonstration étant faite, il faut vraiment garder en tête donc que l'idée de la visualisation, c'est de rendre la conception visible. Là, on ne va pas utiliser la métaphore de la ville, on va utiliser ce qui s'appelle des vues polymétriques, donc qui sont une autre manière de représenter des classes sous la forme de rectangles, et puis de liens entre les rectangles. Et là, ce qu'on voit, c'est... Vous savez pas forcément ce que j'ai représenté sur ce dessin qui provient du tutoriel dont j'ai parlé au démarrage, mais on peut voir qu'il y a quand même des choses qui sont étranges. Dans cette visualisation-là, on peut identifier que ce truc-là est quand même complètement différent de tout le reste. Et on peut identifier que là, on a un râteau ou un éventail, et puis que là, on a aussi un truc qui fonctionne en éventail. Là, on a aussi un truc qui fonctionne en éventail, alors que, au final, ces hiérarchies-là, il n'y en a pas tant que ça. Alors, si la hiérarchie, c'est une hiérarchie d'héritage, par exemple, on pourrait se dire, ben là, c'est un point de variation du système sur lequel ils ont vraiment utilisé le principe ouvert-fermé. Et donc, on peut identifier qu'il existe là une grosse variabilité sur les différentes sous-classes qui peuvent exister. Et en fait, ces visualisations, elles reposent sur vraiment des principes qui vont faire appel à votre œil et à votre cerveau pour vous permettre de voir directement des choses en disant là, franchement, il y a un problème, ou en tout cas, il y a un truc qui est bizarre par rapport au reste. Et ces principes reposent sur des notions de proximité. On va essayer de mettre les choses proches les unes des autres pour pouvoir identifier des paquets. Des principes de similarité, donc on va pouvoir jouer sur les couleurs par exemple, pour dire toutes les bleues, toutes les rouges. Dans les exemples de Code City que je vous ai montré, on voyait principalement la couleur, c'était le nombre d'auteurs, donc plus il y avait de contributeurs sur du code, plus il était rouge. On peut aller faire des dessins, on peut aller faire des sous-ensembles, par exemple, ça c'est la version à gauche, donc on peut regrouper les éléments pour bien mettre en avant qu'ils font partie du même package, par exemple, c'est les quartiers dans la métaphore de la ville. Et puis on peut jouer sur la connectivité, c'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente, avec ces espèces de hiérarchies. On ne sait pas ce que c'est, bon là il s'avère que c'était des hiérarchies d'héritage, mais ça nous permet d'avoir de l'information et de bien comprendre et vérifier, ok, là il y a un truc bizarre dans mon code. Une autre chose qui est intéressante, c'est la visualisation des évolutions. Donc là, c'est aussi des diapos que j'ai pris à Wari. On a dans cette... L'idée, c'est que notre code, il va évoluer, on l'a vu, hein, on fait des commits successifs pour faire évoluer notre code, notre conception évolue aussi en parallèle. Et ce sur quoi on va s'intéresser, c'est comment on fait pour regarder précisément comment ça a évolué, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas.
Si on regarde les deux photos de notre code, donc les deux versions du code différents, ça va pas nous donner énormément d'informations. Ça revient à jouer au jeu des 7 erreurs sur les deux images qui sont présentes ici. Mais maintenant, si on s'intéresse à d'autres techniques de visualisation qui vont être des visualisations animées par exemple. Donc si je prends cette image et que je vous montre, ok, ça c'est la V1, puis ça c'est la V2, ça c'est la V1, ça c'est la V2, et puis qu'on a ça, et que votre visualisation logicielle, elle représente ça, vous voyez qu'à travers l'animation, eh bien, vous êtes capable immédiatement d'identifier les points qui ont changé, et donc ça peut vous aider par exemple à faire des tests, ou à regarder bien l'origine d'un bug par exemple. Et une dernière visualisation qu'on peut regarder, que j'aime bien, c'est une visualisation pardon, qui est complètement, elle, animée, et c'est comment un code source peut évoluer. Et en fait, là, c'est simplement une analyse avec l'outil Gorse de votre historique Git. Donc là, c'est un projet, et puis en fait, à chaque fois que quelqu'un fait un commit sur un fichier, ça crée un nouveau nœud dans l'arbre, et puis on voit les gens qui sont vraiment en train de travailler sur les différents fichiers. Donc ils travaillent quand ils committent, ça fait un espèce de rayon laser là, et donc ça permet de voir comment le logiciel est construit sur le long terme. Et donc c'est assez intéressant de voir potentiellement les explosions, donc quand il y a quelqu'un qui amène énormément de nouveaux fichiers, ou quand il y a quelqu'un qui fait un commit qui touche à tout, donc on voit tout qui s'illumine d'un coup. Là, on voit que la personne de droite est en train d'ajouter plein de nouveaux fichiers, donc plein de grosses évolutions. Là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est rentrée dans le système. Et tout ça, en fait, ça nous donne pas mal d'informations sur la vie du logiciel, comment il a été développé sur le long terme. Voilà qui conclut cette vidéo sur la visualisation logicielle. Il ne faut pas oublier que la visualisation, c'est un domaine de recherche à part entière et que là, on a juste survolé le concept. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en discuter. C'est toujours des sujets très intéressants. Merci d'avoir regardé la capsule jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite.